Alors, on va commencer, puis les autres participants et participantes pourront se joindre à nous au fil des prochaines minutes. Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire du CAPRES, favoriser une meilleure transition des étudiants et étudiantes en situation de handicap vers le marché du travail. Alors, je suis Karine Vieux-Fort, la coordonnatrice scientifique et des activités au CAPRES. Le CAPRES, c'est le consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Créé en 2002, le CAPRES agit au regard des questions d'accessibilité, de persévérance et de réussite en enseignement supérieur, c'est-à-dire au collégial et à l'université. Au cours de la présente année, le CAPRES deviendra l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur. Alors, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux ou dans notre infolette pour avoir davantage d'informations à ce sujet. Alors, avant de vous placer un peu plus le contexte autour de la thématique de ce webinaire, je vous invite tout au long du webinaire à utiliser l'outil QR, questions-réponses, qui se trouve dans votre fenêtre Zoom, pour poser vos questions aux panélistes. Donc, tout au long de l'activité, vous êtes vraiment invités à le faire. On pourra poser vos questions à la toute fin, puisque chacune des présentations vont se succéder. Il y aura une période de questions commune à la fin. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage pour échanger de l'information. Il y aura aussi l'animation pour partager certaines ressources qui seront discutées et présentées durant les présentations. Je vous informe aussi que le webinaire va être enregistré et que l'enregistrement sera rendu disponible au cours des prochains jours sur le site web du CAPRES. Vous y trouverez aussi sur le site, au même moment, le document de présentation de cet après-midi. Donc, vous pourrez vous y référer aussi sans problème. Alors, je place un peu en contexte le thème du webinaire en mentionnant que ce webinaire découle du dossier CAPRES sur l'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur qui a été lancé en septembre 2021. Dans ce dossier, la question des obstacles persistants à l'insertion socio-professionnelle pour différentes populations étudiantes est abordée, notamment ceux vécus par les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Devant une augmentation considérable du nombre d'étudiants et étudiantes en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur au cours des dernières années, la stigmatisation demeure un obstacle important à leur insertion socio-professionnelle. Un travail de sensibilisation auprès des acteurs et actrices du marché de l'emploi doit se poursuivre et s'intensifier. Et en amont, un travail de concert doit aussi se faire dans les établissements d'enseignement supérieur quant à la préparation du projet scolaire et professionnel. Par exemple, avec les services de placement, les bureaux de stage et les centres d'aide aux étudiants. Donc, l'activité de cet après-midi se veut vraiment être un dialogue sur les réalités et les enjeux vécus par les étudiants et étudiantes en situation de handicap, mais aussi un regard sur des pistes d'action. Et ce qui rassemble plus particulièrement les présentations qui sont réunies pour vous aujourd'hui est l'idée selon laquelle plusieurs acteurs et actrices doivent être mobilisés dans la réussite étudiante et qu'il faut aborder ces enjeux d'un point de vue systémique. Créer un environnement favorable à la réussite est donc une responsabilité partagée, autant entre l'étudiant, son milieu d'enseignement et son milieu de stage ou d'emploi. Chacune des présentations qui suivront sous peu propose une perspective ou un projet mettant en évidence cette responsabilité partagée. Donc, avant de commencer l'activité, je vais vous présenter nos trois panélistes invités cet après-midi. Alors, d'abord, Sonia Arsenault a complété un baccalauréat en information scolaire et professionnelle et a par la suite poursuivi une formation de troisième cycle en carriérologie. Elle possède plus de 19 années d'expérience en matière d'intégration des personnes en situation de handicap. D'abord à titre de conseillère en emploi auprès d'une clientèle ayant des limitations physiques ou sensorielles. Elle y a aussi accompagné de nombreuses entreprises en ce qui concerne leur évaluation du rendement, du développement de plans d'intégration et de l'adaptation de postes de travail. Plus tard, elle a occupé la fonction de responsable des ressources humaines dans une entreprise adaptée où elle y a fait l'embauche et le suivi d'employés dont la situation de handicap ne leur permettait pas d'occuper un emploi sur le marché du travail régulier. Depuis novembre 2016, Sonia Arsenault occupe le poste de conseillère pédagogique au CCSI de l'Ouest, où elle y offre un service conseil aux équipes des services adaptés des collèges de l'Ouest, notamment au niveau des technologies adaptatives. Il y a 2 ans, elle a mis sur pied, en collaboration avec le ROCEP, le projet STEP, du stage à l'emploi, un projet qui vise à accompagner les jeunes en stage et à favoriser leur transition vers le marché du travail. Ce projet a été mis en place dans 4 collèges pendant la phase du projet pilote. Bonjour et bienvenue, Sonia. Christine Morin est détentrice d'une maîtrise en travail social et est professeure au département d'éducation spécialisée du Cégep du Vieux-Montréal depuis une quinzaine d'années.
Aujourd'hui, chercheuse et responsable du développement pour le CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle travaille actuellement sur des projets touchant à l'inclusion des étudiants et étudiantes en situation de handicap, à l'inclusion de la diversité au collégial et à la question des représentations sociales enseignantes sur ces sujets. Elle s'intéresse également à l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap et a participé récemment à la création d'Incluvis, un guide et un outil autodiagnostique pour l'employabilité des personnes en situation de handicap. Bonjour Christine. Bonjour. Enfin, professeure titulaire en adaptation scolaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec en Outaouais, Ruth Filion dirige des travaux de recherche sur la persévérance scolaire, la différenciation pédagogique et l'inclusion des étudiants en situation de handicap en contexte postsecondaire. Pour mener ses travaux sur l'avancée de l'inclusion scolaire et sociale de ses étudiants, elle met à profit 30 années d'accompagnement d'étudiants universitaires et de concertation continue avec le corps professoral et les professionnels de l'intervention. Elle conduit aussi diverses recherches sur le scolaire et le postsecondaire auprès d'équipes enseignantes qui souhaitent développer leurs connaissances et leurs compétences relativement à l'accompagnement des élèves qui présentent des difficultés en littératie. Dans la conduite de ses recherches sur le plan méthodologique, elle a développé une expertise dans l'utilisation des outils de recherche-action collaborative, SAS2, en gestion du changement. Bonjour et bienvenue, Ruth. Bonjour. Donc, avant de céder la parole à Ruth Filion, ensuite à Sonia et à Christine, on va laisser la place à Christine Morin du CRISPECH qui va effectuer un court rappel conceptuel concernant le modèle de production du handicap. Donc, à toi, Christine. Merci et bon webinaire à tous. Merci, Karine. Donc, ce qu'on voulait faire en préambule, c'est seulement s'assurer qu'on a la même compréhension des définitions qu'on va utiliser aujourd'hui, qui sont à même le titre du webinaire. Donc, on voulait juste distinguer le choix de vocabulaire de handicap et de situation de handicap. On imagine bien qu'il y a beaucoup de gens ici présents qui sont déjà des initiés, mais quand même. Donc, la définition du vocable handicap désigne une déficience entraînant une incapacité significative et persistante, susceptible d'engendrer des obstacles importants dans l'accomplissement de l'activité de la vie quotidienne. Donc, ça, c'est une définition à même la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. On voulait distinguer ça du vocable situation de handicap qu'on va davantage utiliser aujourd'hui dans le webinaire et qui désigne la réduction de la réalisation ou l'incapacité à réaliser des habitudes de vie résultant de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux pour un individu donné. Donc, on vous présente très rapidement le visuel du modèle du regroupement du Réseau international de processus de production du handicap, le RIPPH. Donc, pour que les personnes qui veulent une schématisation visuelle puissent se l'approprier de cette manière-là. Donc, on voit que les facteurs personnels et environnementaux se recoupent et c'est vraiment dans l'interaction entre les facteurs personnels et environnementaux que peut émerger une situation de handicap ou de pleine participation sociale. On le voit à la droite, là, la résultante de cette interaction-là va mettre une personne donnée dans la possibilité ou l'impossibilité de remplir ses habitudes de vie. Donc, si elle est en situation de participation sociale maximum, bien, à ce moment-là, on s'éloigne le plus possible de la situation de handicap. Si elle ne peut pas remplir ses habitudes de vie dans cette interaction en fonction de ses caractéristiques et des caractéristiques de l'environnement, bien, on va dire qu'elle est en situation de handicap. Donc, on voulait vous permettre de visualiser ce cadre-là avant de commencer les présentations, à la fois pour Ruth, Sonia et moi-même. Merci. Merci beaucoup, Christine. On va avoir la chance d'écouter Christine un peu plus tard dans le webinaire, mais pour l'instant, on laisse la parole à Ruth Filion, professeure-chercheuse à l'Université du Québec en Outaouais. À toi, Ruth. Alors, bien, bonjour à tout le monde. Moi, aujourd'hui, ma contribution à ce webinaire, c'est vraiment de mettre l'accent sur l'accompagnement en stage des étudiantes et étudiants en situation de handicap. Donc, c'est sous la perspective de stagiaire, mais vous allez voir qu'à la fin, on rentre aussi dans la perspective de formateurs de terrain et formateurs universitaires. Et puis, les informations que je vous transmets aujourd'hui s'inscrivent dans un projet de recherche qui a cours, auquel participent des formateurs de terrain, des formateurs universitaires et des stagiaires. Et pour commencer, c'est vraiment, je donne la voix finalement aux stagiaires et on peut avancer. Alors, comment on l'a fait, donner cette voix-là? C'est d'abord par un questionnaire suivi de groupes de discussion
Ont participé 44 stagiaires de 3 programmes caractérisés par les interactions humaines, donc c'est programmes de travail social, éducation, enseignement et sciences infirmières. Puis je dis ont participé, mais c'est encore ouvert, donc il devrait y en avoir d'autres éventuellement. On peut avancer. Quel est le profil de ces 44 stagiaires? Elles sont très représentatives de celles qu'ont les stagiaires accompagnés qui ont des difficultés en contexte de stage à l'université. Donc, 31 sur 44 se trouvent à avoir un problème de santé mentale. 16 d'entre eux ont un trouble anxieux. Et je vais souvent féminiser parce que c'est beaucoup plus féminin que masculin, étant donné les 3 programmes qui sont à l'étude dans cette présentation. Et on voit aussi que le trouble d'apprentissage avec ou sans, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a 20 personnes qui déclarent avoir ce trouble. Donc, vous voyez que ça fait plus que 44. Donc, il y a des personnes qui ont des conditions, deux conditions et parfois même 3. Quand on questionne les stagiaires sur les 2 principaux défis qu'elles ont rencontrés pendant leurs 1 ou 2 stages, il y a 3 défis qui ressortent. C'est organiser et gérer le temps, composer avec les émotions et le composer avec la gestion du stress. Il manque une information, je ne sais pas pourquoi ça s'est évacué, mais c'est pas grave. C'est le premier, ça devrait être la gestion de l'anxiété. Et on voit qu'il y a d'autres défis qui déclinent. Il y a rédigé des travaux, les travaux de stage dans les délais. Il y a 27 étudiantes qui ont ce défi. Démontrer des savoir-faire, 18 personnes, c'est quand même 41% des stagiaires. Savoir divulguer les besoins, c'est 17. Rédiger des notes de terrain, 14. 13 ont des problèmes de communication orale. 8 problèmes de respecter les règles écrites. Et 6 présentent des problèmes de communication interpersonnelle. On avance. Et quand on questionne les stagiaires sur quels sont leurs besoins en termes d'accommodement, évidemment, les stagiaires qui ont répondu au sondage, on se souvient qu'ils ont des troubles de santé mentale et accompagnés ou non de troubles déficitaires de l'attention. Donc, pour ces stagiaires en particulier, il y a très peu d'accommodement demandé. Alors, ce qui se dégage, c'est que pour 12 stagiaires, elles ont besoin de temps additionnel pour effectuer les travaux en lien avec les stages. 4 ont besoin de tablettes, ordinateurs, notes de terrain. Pour écrire leurs notes de terrain, ont besoin de logiciels de traitement de texte. Je souligne ici que ça ne veut pas dire qu'elles l'utilisent pas en contexte de stage. Elles ont eu à demander comme mesure d'accommodement, notamment en travail social. Antidote ne va pas nécessairement être sur les ordinateurs dans les centres de services en travail social. Ensuite, 3 étudiantes ont besoin d'un horaire modifié. 2 on leur a permis une interruption momentanée de leur stage et de poursuite, et une stagiaire a demandé une modification du stage. On poursuit. En contrepartie, quand on les questionne sur l'accompagnement, donc leurs besoins en termes d'accompagnement, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont beaucoup de besoins d'accompagnement. C'est très important. Ça prend différentes formes. Et notamment, elles ont besoin d'être accompagnées à développer des stratégies. En groupe de discussion, on a examiné ensemble quelles stratégies elles avaient utilisées, quelles stratégies elles pensent qu'elles devraient utiliser ou qu'elles aimeraient être accompagnées à développer. Et ces stratégies-là ont été regroupées en 4 catégories. Les stratégies métacognitives, donc tout ce qui concerne la connaissance introspective et consciente des manières de faire et de leur capacité à les réguler délibérément. Je donne un exemple, donner un sens à nos actions et envisager comment faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est une stratégie qu'elles ont mentionnée. Pour tout ce qui concerne la gestion des ressources, ça renvoie à tout ce qui est organisation matérielle, planification, gestion du temps, recours à des ressources physiques. Un des exemples, c'est définir un temps réaliste pour chaque tâche, se préparer à l'avance et être aidé à définir ce temps réaliste. Les stratégies cognitives renvoient à la construction des savoirs, au traitement de l'information, à être aidé à construire du sens, à établir des liens, à prendre les notes, même les notes de terrain.
Et une des stratégies qui a été évoquée par les stagiaires, c'est poser des questions de clarification, reformuler notre compréhension pour nous ajuster. Et enfin, la dernière catégorie, affective, tout ce qui concerne la motivation, l'implication dans le travail, la gestion du stress et des blocages, tout ce que nous, on appelle l'auto-soin, est très, très important. Elles ont de grands besoins à cet égard-là. Puis, une des stratégies qu'elles ont mentionnées, c'est effectuer des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de méditation. Ça ne veut pas dire qu'elles savent le faire pendant le stage, elles ont souvent à le développer. On va passer à la diapo suivante. Quand on les questionne sur quels sont les soutiens que vous avez besoin de la part de votre formateur de terrain, donc la personne qui est dans le milieu, et le formateur universitaire, celle qui fait le lien entre l'université et le milieu de stage, ce qui est mentionné d'office, c'est qu'on veut des formateurs qui ont une grande sensibilité, une grande ouverture, qui ne vont pas nous stigmatiser, qui ne vont pas proposer de jugement, ça va de soi. Et une fois qu'elles savent qu'elles peuvent aller de l'avant avec une personne en qui elles peuvent avoir confiance, elles disent que c'est essentiel de pouvoir discuter de leurs défis et leurs effets en contexte de stage, de se faire aider pour normaliser. Il y a des aspects positifs à l'anxiété, il y a des aspects positifs aux troubles déficitaires d'attention. Elles ont besoin de soutien. Elles veulent qu'on les aide à clarifier les attentes et les notions essentielles du début à la fin du stage, savoir ce qui est à prioriser, établir un plan de match clair, recevoir une rétroaction fréquente sur leurs forces et les aspects à travailler. Elles ne veulent pas de surprise. Elles veulent se faire suggérer des stratégies, pour composer avec le stress, l'anxiété, des stratégies d'organisation, et puis avoir du soutien pour comprendre les notions qui posent défi. On va à la diapo suivante. Et en ce qui concerne le formateur universitaire, ça ressemble vraiment les besoins de soutien à ce que je viens de mentionner, mais elles ajoutent que même si la personne n'est pas sur le terrain, elles veulent absolument une rétroaction hebdomadaire sur les forces et les aspects à travailler. Dans un monde idéal, avoir des échanges courriels ou Zoom réguliers et être soutenues pour surmonter les défis. Elles comptent sur cette personne-là pour aider à identifier des solutions avec la personne qui est sur le terrain et avoir un plan d'accompagnement. Et ça, je vais y revenir, je vais vous montrer un exemple concret. Et donc, elles veulent qu'on identifie les mesures pour être mises en place, par exemple, suspendre le stage, le temps de se recentrer et le prolonger au besoin. On va aller à la diapo suivante. Donc, finalement, au-delà des accommodements pour ce groupe, ces populations-là, c'est l'accompagnement, le soutien qui est déterminant. Il requiert une grande ouverture et disponibilité de part et d'autre, un travail d'équipe entre le stagiaire, les formateurs, universitaires et de terrain, un savoir-faire éthique qui sait allier bienveillance et exigence. Et les superviseurs de stage, les formateurs de terrain, ce qu'ils nous disent, ça, c'est extrêmement difficile d'être dans cette tension où on maintient un niveau d'exigence élevé, c'est nécessaire, et demeurer dans la bienveillance. Ce savoir-faire repose en grande partie sur le savoir interroger plutôt que de savoir trouver les réponses pour l'étudiante. Puis ça aussi, c'est un grand défi pour les accompagnateurs. On donne conseil, mais on ne sait pas interroger pour favoriser l'autorégulation, l'autonomisation de la stagiaire. On va à la diapo suivante. Et tout ça s'inscrit, on l'a déjà mentionné en introduction, dans une perspective de responsabilité partagée. Les stagiaires doivent développer des stratégies efficaces, exprimer leurs besoins et s'enquérir du soutien pouvant être offert. Les formateurs doivent savoir offrir du soutien répondant aux besoins de leurs stagiaires et identifier les mesures pouvant être déployées, comme la prolongation du stage ou pour leur offrir les moyens de la réussite. Et évidemment, on ne peut pas garantir la réussite. Ça nécessite de savoir tisser du lien. Ça nécessite parfois de diriger, de savoir guider, de savoir réaliser ensemble, parfois savoir juste observer et soutenir. On va aller à la diapo suivante. Alors maintenant, je vais vous présenter un plan d'accompagnement. Là, le diapo est très, très lourd, beaucoup trop d'informations, juste pour vous montrer que finalement, il y a deux acteurs
principaux. Il y a les formateurs en jaune et l'étudiant en bleu. Et je vais prendre le temps de vous expliquer en quoi retourne ce plan d'accompagnement. D'abord en commençant par la stagiaire à la diapo qui suit. C'est le cas d'une étudiante qui est en reprise de stage, elle est en enseignement, en reprise de stage 4, ce qui est le dernier stage de sa formation. Si elle échoue le stage, elle est exclue du programme. Elle a un trouble d'anxiété et un trouble déficitaire de l'attention. C'est une personne extrêmement négative, extrêmement stressée, extrêmement dans sa subjectivité due à son anxiété. Et donc, la superviseure l'accompagne à examiner ses défis et à développer, les transposer en objectifs. Donc, le principal objectif qu'elle avait à travailler était le suivant: améliorer ma confiance en mon jugement professionnel et oser prendre des initiatives. Une fois que l'objectif est ciblé, elle est accompagnée à établir des moyens, des actions qu'elle va mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Donc, dans le sens d'une aiguille d'une montre, première action, c'est je donne mon point de vue, même si je doute ou que ma réponse n'est pas complète. Le deuxième, j'utilise les ressources pour vérifier les notions qui suscitent des doutes. J'utilise la vidéoscopie pour identifier mes bons et mes moins bons coups. Et juste ça, la vidéoscopie, on pourrait en parler pendant une demi-heure de temps comme outil extraordinaire. 4, je communique avec ma superviseure aux besoins, mais après avoir retrouvé mon calme, parce que c'est une personne qui avait besoin de communiquer tous les jours avec sa superviseure de stage. Alors, on s'en va à l'autre diapo. Évidemment, la superviseure de stage, son rôle, c'est d'amener la stagiaire à rencontrer son objectif et, dans ce cas-ci, c'est l'aider à dénouer l'impasse de l'anticipation négative. Elle doit le faire en rassurant la stagiaire et comment elle le fait en travaillant une interrogation, en l'amenant à se prendre en main. Elle a 4 modalités qu'elle a installées: inviter à identifier ce qu'elle peut faire, inviter à reconstruire la séquence des faits. Je vais vous donner des exemples concrets tout de suite après. 3, à l'aide de la vidéoscopie, s'observer, par exemple, l'effet de son stress sur elle et sur les élèves, et guider l'auto-évaluation globale. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai appris? Maintenant, ces 4 modalités-là, il faut savoir les mettre en place avec la stagiaire, et ce n'est pas en donnant conseil, c'est en la questionnant. Donc ici, pour le premier, identifier ce qu'elle peut faire. Le genre de question, c'est: qu'aimerais-tu que ton enseignante associée fasse lors de ta prise en charge de demain? Quel type de présence souhaites-tu de sa part? Peux-tu t'imaginer lui préciser ta demande? Parce qu'elle est extrêmement inquiète, elle ne sait pas du tout comment s'y prendre pour le lendemain. La modalité 2, reconstruire les séquences des faits. Elle est dans une subjectivité quand elle parle. Elle est incapable de traduire en faits. Alors, il faut l'amener à le faire. Il faut l'amener à décrire le fil des événements avant, pendant et après et identifier lequel ou lesquels peuvent expliquer la situation, la réaction du groupe d'un élève. Et le genre de questionnement, c'est: qu'as-tu observé, vu et entendu, qui te fait dire que ton enseignante associée est exaspérée, que tu n'as pas réussi ta leçon? Évidemment, son enseignante associée n'est pas si exaspérée que ça. C'est elle qui a l'impression que. 3, s'observer avec la vidéoscopie. Donc, on encourage fortement la vidéoscopie pour examiner les bons coups et les mauvais coups, mais ce qu'on fait, c'est de structurer le questionnement qu'on aimerait. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle regarde le soir chez elle quand elle est seule pour voir qu'est-ce qui peut être fait autrement et le type de question. Quelle est la réaction des élèves lorsqu'ils te voient chercher tes documents de manière saccadée? Quelle est la réaction de Jeanne lorsque tu lui souris? Qu'apprends-tu de ces 2 situations? Et enfin, la 4e modalité, où on tente de guider l'auto-évaluation toujours dans une perspective d'amener une autonomisation, une autorégulation. Donc, c'est d'amener à être dans une posture d'évaluatrice et en lui demandant: toi,
quel changement proposerais-tu plutôt que de lui dire ce que nous, on voit qu'elle devrait changer. Et si tu devais reprendre la même leçon avec ce même groupe d'élèves, que modifierais-tu? Que retiens-tu des changements proposés à ta planification pour une prochaine fois? Fait que vous voyez, ce que j'ai voulu présenter, c'est le savoir interroger qui permet à la stagiaire de rentrer dans une autorégulation, de se prendre en charge et de développer des stratégies qui vont lui permettre une meilleure, faciliter son insertion professionnelle. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Ruth, pour cette présentation. On aura la chance, dans la période de questions, d'explorer, de creuser certains éléments. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à Sonia Arsenault pour sa présentation. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous parler un peu, oui, du CCSI. En fait, vous avez toute la définition là, de qui on est, mais ce qu'il est important de revenir, c'est nous, au CCSI, en fait, les centres collégiaux de soutien à l'intégration, on offre un service conseil aux équipes des services adaptés des collèges publics et privés subventionnés de l'ensemble de la province. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, déjà en 2017, les collèges ont commencé à manifester au CCSI beaucoup de préoccupations liées à nos étudiants vers la transition vers les stages en premier lieu, mais éventuellement la transition vers le marché du travail. Il y avait, on a fait des rencontres avec les gestionnaires et on les a questionnés beaucoup et je vous dirais, les principales préoccupations qui ont été exprimées, c'est la préoccupation quant au taux d'échec en stage des étudiants en situation de handicap. Il y avait des préoccupations aussi du personnel enseignant et des équipes de services adaptés face à l'intégration sur le marché du travail des étudiants. Donc, nous, on les diplôme, mais des fois, on n'est pas certain qu'ils pourront travailler dans ce milieu-là. Donc, c'est une préoccupation qu'on entendait régulièrement dans nos rencontres avec les enseignants. Puis, souvent, c'est des préoccupations qu'ils ramenaient aux équipes des services adaptés. Une autre préoccupation, c'est la supervision en stage de certains étudiants en situation de handicap requiert des interventions puis une approche différente. Certains superviseurs nous disaient, ben moi, je me sens un peu dépassée. Je ne sais pas toujours quoi faire. Je ne sais pas si je devrais encourager la personne à faire le stage, à ne pas le faire. À ce moment-là, ils avaient besoin de réponses à ce niveau-là. Il y avait des questionnements aussi quant aux obligations légales. Hein? Est-ce qu'on peut empêcher un étudiant d'aller en stage? Est-ce qu'on doit le faire? C'est quoi le cadre qui régit un peu les stages? Est-ce qu'on est obligé de trouver un milieu de stage à un étudiant? Donc ça, c'était des questions qui nous étaient posées. Manque d'ouverture des milieux de stage. Parfois, on trouvait que c'était difficile de vendre l'idée de prendre en stage une personne en situation de handicap. On avait même parfois certaines inquiétudes d'enseignants qui nous disaient, ben si j'envoie quelqu'un que ça se passe pas bien, puis après mon milieu de stage, peut-être qu'il voudra plus en prendre d'autres stagiaires. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y avait le manque de connaissance de soi des étudiants. Puis quand je parle des étudiants, c'est souvent nommé chez l'ensemble de la population étudiante, mais chez les étudiants en situation de handicap, c'est souvent là un peu plus grand. Il faut dire que nous, nos étudiants au collégial, on les accueille, ils arrivent du secondaire. Souvent, ils ont eu des accommodements, ils ont eu des plans d'intervention, puis ils n'ont pas toujours participé à la mise en place de ces plans d'intervention-là. Souvent, ils nous arrivent, puis ils ne sont même pas en mesure de nous parler du pourquoi ils ont eu des accommodements, c'est quoi leurs besoins. Donc, c'est certain que la connaissance de soi, elle est à faire pendant la période au collégial. On nous a soulevé aussi que le savoir-être au travail n'était pas toujours adéquat chez l'ensemble de la population étudiante, mais souvent avec certains types de limitations, avec certains étudiants. Il y avait l'adéquation entre les mesures mises en place pour la réussite au collégial et celles sur le marché du travail. On pourrait lire aussi l'inadéquation, mais la question était plus, est-ce que
tous les adaptations qu'on met au collégial, est-ce qu'on aide l'étudiant à s'intégrer sur le marché du travail ou on lui nuit parce qu'on en met trop? Il y a tout ce questionnement-là qui est fait. Et il y a aussi les experts de l'intégration, l'inclusion, c'est souvent les intervenants en services adaptés pour tout ce qui est les adaptations en classe, mais ils sont pas toujours inclus dans la boucle. Souvent, les intervenants de services adaptés savent même pas c'est quand le stage, comment ça se passe. On les questionne, puis on leur disait, qu'est-ce que vos étudiants font dans le stage 1? Qu'est-ce qu'ils font en stage 2? Puis c'est pas toujours clair pour les services adaptés. Donc, au CCSC, on a travaillé beaucoup avec eux pour amener cette vision-là des stages qui est la préoccupation de préparer l'étudiant. Puis on s'est questionné beaucoup sur comment on peut aider nos équipes à peut-être améliorer l'encadrement, la supervision, l'aide qu'on peut apporter à nos étudiants. Donc, moi, vous l'avez entendu, dans une autre vie, j'ai travaillé en employabilité, donc je connaissais bien les organismes spécialisés de main-d'œuvre et je me suis dit, il y a toute une expertise avec laquelle on pourrait collaborer, toute une expertise qu'on pourrait aller chercher pour compléter l'expertise au collège. Donc, on s'est dit, au collège, tout le monde travaille fort pour nos étudiants, tout le monde veut qu'ils réussissent, puis tout le monde a une belle expertise et on s'est dit, il faudrait davantage de collaboration entre tous ces experts-là pour être en mesure d'aller encore plus loin que ce qu'on fait présentement. Donc, en premier lieu, j'ai rencontré le SDEM CEMO Montérégie, qui est un organisme spécialisé de main-d'œuvre sur la rive sud de Montréal. Et je leur ai parlé un peu de la problématique, de comment j'aimerais qu'on puisse collaborer ensemble. Mais il y avait une problématique qui était liée à la possibilité d'emmener un étudiant dans un service spécialisé de main-d'œuvre. Aujourd'hui, un étudiant ne pourrait pas avoir un dossier actif dans un collège et être inscrit dans un organisme spécialisé de main-d'œuvre et recevoir des services. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même pour partager nos expertises? Donc, on a rejoint le regroupement, le ROSEF, qui est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Et on a discuté ensemble de qu'est-ce qui pourrait être fait. Et le SDM, CEMO Montérégie, avait mené un projet qui faisait du sens pour moi. Il avait fait ce programme-là auprès d'écoles, de centres de formation professionnelle de leur région et ça a eu un beau succès. C'était un intervenant qui était placé dans le milieu de formation qui supportait les enseignants pour l'intégration en stage et l'intégration en emploi de leurs étudiants en situation de handicap. On trouvait que ça faisait beaucoup de sens comme projet, donc on l'a adapté au niveau collégial et le ROSEF a présenté ce projet-là dans le cadre d'un financement de Service Québec, dont je cherche le nom. Je vous reviendrai sûrement avec le nom parce que je ne suis pas ma présentation comme je voulais le faire. Et en fait, puis, je veux revenir sur qui sont ces organismes-là spécialisés de main-d'œuvre, en fait, et pourquoi on est allé chercher leur expertise. Les organismes spécialisés de main-d'œuvre, il y en a environ 25 au Québec. Et leur mission première, c'est de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Ils offrent différents services qui est de la recherche d'emploi, de la préparation à occuper un emploi, donc tout ce qui est les stratégies de recherche d'emploi, les méthodes dynamiques de recherche d'emploi, donc travailler la connaissance de soi et tout ça, de préparer la personne à faire des entrevues. Il peut y avoir aussi de l'aide au maintien en emploi, de l'intégration, donc avoir un agent d'accompagnement qui va être en lieu et place, qui va permettre à l'étudiant de s'intégrer.
Ils sont partout, dans toutes les régions du Québec. Donc, on s'est dit, c'est cette expertise-là qu'on veut aller chercher pour aider nos étudiants à réussir leur stage et à intégrer par la suite un emploi. Donc, le diapo suivante. Donc, notre collaboration, le petit projet qui a eu lieu avec les centres de formation professionnelle, on s'est dit comment on pourrait l'emmener au collégial. Et là, on est allé chercher, comme je disais, du financement, mais les collèges nous ont mentionné, nous, le projet STEP, on est bien d'accord, on trouve ça super intéressant, mais par contre, il ne faut pas créer un besoin d'avoir une ressource dans notre milieu qui est financée par l'externe et que 2 ans suite à notre projet, cette ressource-là soit partie et que les services n'existeront plus. Donc, nous, notre défi, c'était de créer un projet qui perdure dans le temps sans financement. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment de créer des mécanismes de référence et de collaboration qui ne seraient pas viables que par du financement. Donc, c'était vraiment notre prémisse de départ pour l'amorce de ce projet-là. Donc, le projet STEP, qui est le projet stage à l'emploi, a été développé dans cet esprit-là. Et on a eu notre premier financement et en fait, le projet STEP du stage à l'emploi vise à accompagner les étudiants en situation de handicap qui terminent le parcours de formation pour réaliser leur dernier stage en entreprise et à préparer leur entrée sur le marché du travail. Donc, c'est certain qu'on aurait aimé travailler beaucoup plus en amont, mais le type de financement nous permettait seulement à travailler ce qui était tout près du marché du travail. Et là, comment on a fonctionné, c'est qu'on a travaillé avec certains collèges qui réfléchissaient déjà avec nous à la problématique de stage. Et on a mis ces gens-là ensemble, on leur a parlé du projet, ils ont approuvé le projet. Et là, on est allé en appel d'offres auprès de ces collèges-là et on leur a dit, nous, on a besoin que vous nous démontriez que vous avez le goût de collaborer au projet, vous avez un nombre suffisant d'étudiants dans des programmes techniques qui pourraient être intéressés par le projet. On veut que vos équipes de services adaptés soient au courant du projet et aient le goût de collaborer, ainsi que vos équipes enseignantes qui tournent autour des étudiants en situation de stage. Donc, on voulait que tout le monde soit d'accord, partie prenante, et on a même demandé à ce que les syndicats du personnel concerné approuvent le déploiement du projet dans leur collège. Donc, on a eu certains collèges qui ont manifesté leur intérêt et on a sélectionné 3 collèges d'abord. Il y a eu le collège de Saint-Hyacinthe, le collège Édouard-Montpetit et le Cégep du Vieux-Montréal qui ont participé à ce projet-là. Lors de la première année, on a fonctionné avec 3 intervenants, 3 collèges. Et en 4e année, on a pu ajouter une ressource et un collège qui est le collège La Flèche. Donc, on est allé chercher quelqu'un d'un collège privé dans une région autre que la grande région de Montréal. Donc, le projet s'est déployé dès août 2020 et va se terminer au 30 juin 2022. Alors, la diapo suivante. Le projet STEP, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui, la force de ce projet-là, c'est qu'on est arrivé avec presque rien. On est arrivé avec un cadre très limité où on a dit au collège, on peut vous accompagner dans vos besoins pour l'intégration des étudiants en stage et en emploi. Il faut que vos étudiants soient des étudiants en situation de handicap, préférablement inscrits dans les services adaptés, ce sont des jeunes de moins de 25 ans et que ces étudiants-là aient un stage de 3e année à faire. Donc, au départ, on s'est dit, on ne touchera pas au stage de 2e et de 1re année, on va aller sur les stages finaux. On est arrivé qu'avec ça. C'était la force du projet, c'était aussi la difficulté parce que
quand on est arrivé présenter ce projet-là aux équipes concrètement, ben, c'est un peu difficile pour eux de structurer le projet dans leur tête. Mais nous, c'est important parce qu'on dessert les collèges de l'ensemble de la province, que tant les grands collèges que les petits collèges. Donc, on a des équipes de services adaptés avec des psychologues, des conseillers en services adaptés, des conseillers d'orientation, des grosses équipes. Et on a d'autres équipes que c'est une personne qui porte tous les chapeaux. Donc, il fallait où on se déposait, il fallait arriver à répondre à des besoins réels et non des besoins que nous, on avait imaginés sous la base de l'ensemble des collèges. Donc, chaque collège, on les a rencontrés, ils nous ont exprimé c'est quoi leurs besoins, où eux, ils ont besoin d'accompagnement et on a développé autour de ça. Différentes activités ont eu lieu, puis je vais vous donner quelques petits exemples. Comme par exemple, il y a des ateliers qui ont été offerts à l'ensemble d'une cohorte dans certains programmes. Et ça a été offert dans le cours de préparation au stage. Un atelier qui a eu un grand succès et qui a été répété, c'est le savoir-être au travail. Donc, il a été offert à l'ensemble des étudiants, mais le suivi en individuel sur certains points a été offert seulement aux étudiants en situation de handicap qui avaient besoin d'un suivi en individuel. Il y a eu des simulations d'entrevues, des simulations de communication, des simulations de relations au travail. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un te dit ça, si quelqu'un fait ça? Donc, comment tu vas répondre? En fait, c'est pour travailler un petit peu la subtilité de la communication. Il y a eu de l'accompagnement aussi dans des rencontres avec des enseignants et étudiants pour faciliter la compréhension commune et aider l'étudiant à exprimer ses besoins. Tu sais, c'était pas là pour être un médiateur, c'était plus être là pour être un facilitateur de la communication. Tu sais, de dire, écoute, tu m'as dit ça, est-ce que tu peux en parler à ton enseignant? Ou quand l'enseignant t'a dit ça dans notre rencontre, ben qu'est-ce que tu en penses? Et travailler un peu les aspects pour que ça devienne vraiment un travail d'équipe. Donc, il y a eu ça, il y a eu de répondre aussi aux questions des enseignants qui avaient des préoccupations face à l'étudiant. Il y a eu de l'aide à la recherche d'emploi d'été, des rencontres individuelles pour travailler les habiletés, le soutien à la gestion des émotions ou du stress. Il y a eu des deuils professionnels aussi, des étudiants où le choix a été de reporter le stage, le choix a été de changer de programme pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a eu vraiment, et ça, c'est quelques exemples, il y a eu autant d'actions que de personnes qui ont participé. C'était un programme qui voulait s'ajuster vraiment à l'étudiant, aux équipes, donc qui était très personnalisé. Et ce qui a peut-être été un peu dommage, c'est qu'on n'a pas pu encore, à ce moment-ci, pouvoir aller vers les entreprises. Puis ça, je vais vous l'expliquer un petit peu dans les résultats. La première année, on a eu 46 participants dans nos 3 collèges. Et ça, c'est une belle réalisation parce qu'il faut se remettre en perspective que quand le projet a commencé, c'était la pandémie. Et nos étudiants étaient absents des collèges, ils étaient à la maison. On a intégré des nouvelles personnes qui ne faisaient pas partie des collèges en visioconférence sur Zoom. Tout le monde n'était pas encore à l'aise avec ces technologies-là. Et donc, ça a été un peu plus long à démarrer notre projet, à rejoindre nos étudiants. Il faut se rappeler aussi que nos étudiants n'étaient pas dans les services adaptés parce qu'ils étaient à la maison dans un environnement où ils n'étaient pas nécessairement en situation de handicap. Il y a beaucoup de stages qui ont été reportés. Il y a beaucoup de stages qui ont été faits en milieu collégial, dans des laboratoires. Donc, ça a été un peu complexe à amorcer le projet. La deuxième année, on était de retour un peu plus en présentiel. On a eu 78 participants, donc 48 nouvelles inscriptions dans nos 4 collèges.
Dans nos résultats, on a eu un renforcement de la cohésion entre les équipes des services adaptés et les équipes responsables des stages. Donc, on sent que les gens se parlent plus, c'est plus naturel de se parler. Bon, je vous ai parlé un petit peu de la situation de la pandémie, on n'y reviendrait pas. Et un gros gain pour nous, là, c'est la modification des règles d'admissibilité des services offerts par Service Québec à l'égard des étudiants. En début de présentation, je vous parlais que c'est une inquiétude de ne pas pouvoir offrir les services qu'on avait développés. On a appris que le ROSEF a travaillé très fort et a réussi à faire accepter et modifier les règles de base, qui fait que maintenant, nos étudiants qui en auront besoin pourront recevoir des services, des organismes spécialisés de main-d'œuvre. Et ça, ben, c'est un peu comme la continuité des services adaptés, mais pour le marché du travail. Donc ça, on a gagné notre pari du départ, c'est que les services qu'on a développés dans le cadre du projet vont pouvoir perdurer dans le temps. Et ça, bien, on est bien satisfait. Et là, Karine, est-ce que j'arrive pas mal à la fin, hein? Oui, c'est ça, c'est parfait. On était dû pour se parler parce que je voulais t'inviter à conclure, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a différents constats, puis je vous les lis rapidement. Le lien de confiance et le respect des expertises, ça, on a trouvé que c'était super important. Le lien entre l'intervenant qui accompagne l'étudiant doit être développé préférablement en amont. Le maintien des relations avec les services spécialisés de main-d'œuvre, c'est un ajout important pour la transition des étudiants vers le marché du travail. Il est important aussi de renforcer les compétences liées au savoir-être au travail des étudiants et d'outiller les acteurs du milieu pour intervenir auprès des étudiants en situation de handicap. Le CCSI, malgré tout, continue et a un nouveau projet. Dans les diapositives, vous pourrez aller lire un peu les grandes lignes. De toute façon, je vous en aurais pas fait vraiment une présentation exhaustive parce que ce projet-là s'amorce. Je vous en parlerai peut-être à un autre moment. Sur le site du CCSI, vous allez pouvoir avoir toute l'information nécessaire sur ce projet-là. Et on reste toujours disponible également pour répondre à vos questions dans le cadre du projet. Donc, un gros merci à tous et bonne fin de présentation. Merci beaucoup, Sonia. Puis en effet, les informations se trouvent se trouveront aussi dans le diaporama qui sera rendu disponible pour les participantes. Puis au besoin, on pourra ajouter les coordonnées du CCSI, tes coordonnées. Je ne vais pas m'avancer trop, mais s'il y a des questions, voilà. Donc, merci, Sonia. Et je laisse la parole à Christine Morin, enseignante au Cégep du Vieux-Montréal et chercheuse au CRISPECH. Merci beaucoup, Karine. Donc, pour ma présentation, oui, c'est ça que j'allais dire, on peut changer de diapo. Je vais commencer par vous présenter brièvement le CRISPECH. On est un centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, donc l'acronyme CRISPECH. Donc, nous sommes un centre collégial de transfert de technologies en pratique sociale novatrice et nous avons une affiliation avec le Cégep du Vieux-Montréal et le Collège Dawson. Le CRISPECH, donc, essentiellement, a pour mission de contribuer à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société québécoise et on accompagne les organisations dans l'avancement des connaissances, le développement et la promotion de pratiques sociales novatrices. Donc, ça, c'est un peu de nous. Je voulais présenter un peu la distinction entre deux paradigmes, le paradigme de l'intégration et celui de l'inclusion, parce qu'au Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, on s'inscrit aveuglément dans le paradigme de l'inclusion. Donc, c'est vraiment notre billet de base. Et je voulais distinguer les deux notions qui sont apparentées et qui souvent sont confondues. Donc, souvent, c'est les notions les plus apparentées qui causent le plus de problèmes au niveau du cadre, là. Même si je suis bien consciente que la plupart des gens ici sont déjà familier avec ça. Je vais prendre une demi-minute pour ça. Donc, l'intégration, donc dans le paradigme de l'intégration, on va s'attendre à ce que l'individu à intégrer est perçu comme différent de la norme ou du groupe dans lequel il va s'insérer, qui, lui, est perçu comme étant homogène. On va parler d'un paradigme, là aussi, de normalisation. Donc, il y a une norme, mais l'individu à intégrer
il ne fait pas partie de la norme, il est hors norme. C'est à l'individu que revient la responsabilité de s'adapter aux normes et pratiques du milieu auquel il s'intègre. Quand on est dans un paradigme plus inclusif, donc paradigme de l'inclusion, tout individu est accueilli avec ses particularités au sein du groupe où la diversité est un état de fait. Donc, on est dans un paradigme qu'on va appeler la dénormalisation. Donc, il n'y a plus de normes, la norme, c'est la diversité. La responsabilité est partagée entre l'individu et l'environnement qui doivent tous deux s'arrimer pour une participation sociale maximale. On l'a vu tout à l'heure dans le modèle présenté par le Réseau international du processus de production du handicap, le RIPPH. Donc, c'est vraiment dans l'interaction individu-environnement qu'il y aura une situation de handicap ou une situation de participation sociale maximale. Merci, Karine. Suivante. Donc, une petite définition de l'inclusion à cet effet-là. L'inclusion se rapporte à la création d'un environnement où tous les gens sont respectés de manière équitable et ont accès aux mêmes possibilités. À l'échelle d'une organisation, l'inclusion exige qu'on recense et tente de supprimer les obstacles, qu'ils soient physiques, procéduraux, visibles, invisibles, intentionnels ou non intentionnels, qui nuisent à la participation et à la contribution des individus. Donc, on cherche vraiment à favoriser de cette façon-là la participation sociale maximale. L'inclusion exige également une affirmation des valeurs et des principes d'équité, de justice et de respect en se montrant ouvert à différentes opinions et perspectives, en acquérant une compréhension des autres cultures, expériences et communautés, et en faisant un effort conscient pour être accueillant, serviable et respectueux de tous. Donc, on revient un peu à ce qui a été déjà nommé par Karine en introduction et par Ruth dans sa présentation. Donc, c'est une question de responsabilité partagée. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est... Oh, c'est drôle parce que les diapos ne sont pas comme préparées, mais ce n'est pas grave. Donc, je viens ici pour vous présenter Incluvis, qui est un guide et un outil que le CRISPECH a développé en partenariat, je vais vous présenter ça aujourd'hui, et qui vise à agir sur l'environnement de travail, donc dans une perspective de responsabilité partagée. Donc, si on s'inscrit dans le modèle social de compréhension du handicap, on sait que les milieux de travail qui vont accueillir, et oui, les stagiaires, mais aussi ces étudiantes et étudiants-là, quand ils vont graduer, ils ont leur part de responsabilité pour faire de l'inclusion un succès et pour s'assurer qu'il y a un arrimage entre les caractéristiques des individus et les caractéristiques de l'environnement qu'ils offrent. Donc, on a développé Incluvis, donc je le disais, c'est un guide et un outil que je vais vous présenter et qui s'adressait initialement aux petites et moyennes entreprises. Donc, par exemple, organisations comme des entreprises, des municipalités, des organismes communautaires, etc. Diapo suivante. Donc, je le disais, le guide et l'outil sont deux, puis ils vont vous être disponibles après la présentation, sont deux choses distinctes qui vont quand même de pair. Donc, on a d'abord développé un guide, je vais vous présenter les sections du guide par la suite, dont les objectifs sont les suivants. Donc, sensibiliser les organisations à l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant un point de départ pour réfléchir et implémenter une démarche d'inclusion. Ce qu'on réalise, c'est que les entreprises et les organisations, de manière générale, sont ouvertes à réfléchir à l'accueil et à l'inclusion des étudiants et des personnes en situation de handicap. Il y a un momentum social au niveau de la rareté de main-d'œuvre, mais également au niveau de tout ce qui est initiative, équité, diversité, inclusion, qui fait en sorte qu'il y a une demande pour les personnes qui sont aussi en situation de handicap et les employeurs cherchent à améliorer leurs pratiques d'employabilité à cet effet-là. Ce qu'on cherchait aussi comme objectif, c'est d'encadrer l'amorce d'une démarche de changement au sein de l'organisation, dont l'aboutissement ultime d'une démarche pourrait mener au développement d'une politique, par exemple, d'inclusion. Le guide cherche aussi à situer l'organisation quant à l'écart à combler entre les pratiques actuelles et les pratiques souhaitées, et informer aussi l'organisation en la référant à une variété de ressources qui sont disponibles, qui existent déjà. Donc, ce sont les objectifs du guide. Il y a différentes sections dans le guide Incluvis. Donc, la première section, on propose de comprendre les concepts de situation de handicap et d'inclusion. Ces concepts-là vous ont été présentés aujourd'hui et, pour plusieurs d'entre vous, ce n'était pas la première fois que vous étiez en contact avec ces définitions-là, mais dans le milieu de l'emploi, on s'assure de bien distinguer handicap et situation de handicap et de bien expliciter ce que ça implique, le choix du vocable inclusion. Ensuite, la deuxième section du guide, on présente les facteurs de réussite de l'inclusion.
En troisième section, évaluer la progression de son organisation. Donc, on a développé des balises positives pour pouvoir utiliser l'outil et elles vous seront présentées tout à l'heure quand je présenterai une diapo là, sur l'outil Incluvis. S'initier à la terminologie en vigueur, on prend aussi la peine de démystifier quels sont les types de situations de handicap pour mettre les bons mots à la bonne place et s'assurer d'une compréhension commune au sein de l'organisation. Se renseigner et passer à l'action et finalement développer sa politique d'inclusion. Donc ça, ce sont les sections du guide Incluvis. Et donc, je le dis tout à l'heure, le guide est accompagné de l'outil autodiagnostic et cet outil-là cherche à permettre un temps de réflexion sur les pratiques actuelles au sein de l'organisation. Il offre des pistes de réflexion et d'action concrètes pour le développement de pratiques inclusives en employabilité des personnes en situation de handicap. On cherche aussi par l'outil autodiagnostic à orienter la priorisation de l'organisation sur le court terme et à informer la prise de décision sur le moyen et long terme. Donc, on veut vraiment accompagner la compréhension de ce que ça signifie l'employabilité en inclusion des personnes en situation de handicap avec des premières pistes concrètes de réflexion qu'une équipe au sein d'une organisation peut avoir. Ça peut être une équipe mixte de travail, ça peut être un comité équité, diversité, inclusion, ça peut être des gens qui sont responsables de ces initiatives au niveau de l'employabilité au sein des ressources humaines, par exemple. Donc, il peut y avoir une constellation de personnes qui travaillent sur ces enjeux d'inclusion et d'employabilité. Ce qu'on voulait faire, c'est vraiment d'orienter les échanges puis les réflexions internes aux organisations. Et donc, on a développé l'outil d'autodiagnostic qui est aussi un outil sous format de PDF interactif et qui permet donc de remplir directement à même l'outil que je vais vous présenter, là, si on peut changer de diapo, Karine. Et qui permet donc le partage aussi à l'interne de cette information-là de façon plus fluide, je dirais. Donc, il y a différents volets dans l'outil autodiagnostic et chacun des volets est associé à un stade de l'emploi. Donc, premier volet, la place de la main-d'œuvre de personnes en situation de handicap au sein de l'organisation. Donc, déjà, de prendre en compte quelle est la situation, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui oublient qu'ils ont déjà beaucoup de personnes sur place qui ne sont peut-être pas identifiées ou déclarées, qui sont en situation de handicap dans leur environnement de travail. Donc, comment ils réfléchissent et comment ils comprennent ce que ça signifie. Donc, avoir aussi des employés qui sont en situation de handicap. Le deuxième volet de l'outil, c'est le recrutement et la sélection. Ensuite, troisième volet, l'accueil et l'intégration en emploi. Le quatrième volet, le maintien en emploi et ensuite les conditions de travail. Je vous ai préparé quelques visuels pour que vous puissiez mieux vous représenter l'outil. Donc, la prochaine diapo, ce sont les balises pour vous aider à ajuster parce que dans le fond, on propose d'utiliser des balises et de s'auto-évaluer, puisque c'est un outil autodiagnostique, en termes de pourcentage. Et on a essayé de réfléchir à une échelle qui serait plus positive et parce qu'on veut encourager les organisations à se mettre en action, puis il n'est jamais trop tard pour réfléchir à l'inclusion des employés en situation de handicap. Et donc, ce qu'on a mis comme balise, vous le voyez ici, à 0, on n'a pas encore commencé. Donc, nous n'avons pas encore eu le temps de nous pencher sur la question, nous n'avons pas initié de démarche à cet égard. Et ensuite de ça, on va poursuivre comme ça dans les balises 1 à 25%, on y pense. Nous avons priorisé cet aspect dans l'organisation, nous avons amorcé une réflexion à cet égard. 26 à 50%, on planifie. Nous avons planifié la stratégie de mise en œuvre et amorcé plusieurs actions sur le sujet. 51 à 75%, on est en cours d'implantation. Les démarches relatives à cet élément sont bientôt complétées. Et 76 à 99%, on est en route vers l'appropriation. Et quand on est dans le 100%, bien, on y est, la démarche est institutionnalisée dans notre organisation. L'objectif, c'est d'avoir un point de vue positif sur les démarches qu'on entreprend parce que pour des organisations qui ne se sentent pas expertes dans la question de l'inclusion puis des personnes en situation de handicap, bien, l'objectif, c'est de ne pas se taper sur les doigts ou de ne pas penser qu'on ne fait pas assez. Mais nous, ce qu'on met de l'avant dans cet outil-là, c'est d'y aller lentement mais sûrement. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Et c'est un petit peu l'objectif de former ou de rendre plus autonome à cet égard-là les différents comités ou les différents membres des ressources humaines qui sont responsables de l'inclusion des personnes en situation de handicap, au moins de se pencher sur la question.
Donc, c'est un exemple d'évaluation de la progression de l'organisation. Ici, on a un énoncé qui est « Nous offrons un environnement de travail sécuritaire, inclusif et accessible ». Donc, on voit ici que ce qu'on suggère de faire, c'est de se donner une note, une auto-évaluation en pourcent. Donc, ici, on a 75% qui est un petit peu à la limite entre on est en cours d'implantation puis on est en route vers l'appropriation, et une explicitation du score où il y a des commentaires qui sont écrits par un ou l'autre des membres de l'équipe qui va utiliser l'outil. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse laisser des traces de nos réflexions à l'interne, qu'on puisse faire circuler ces documents-là pour travailler en synergie là, dans l'équipe à faire avancer la réflexion puis les actions entreprises dans l'organisation pour l'inclusion des employés en situation de handicap. La diapo suivante. Karine, merci. Premier exemple, donc, pour le volet 1 de la place de la main-d'œuvre des personnes en situation de handicap au sein de l'organisation. Donc, on voit un petit peu de quoi a l'air le formulaire de l'outil autodiagnostic. Donc, on voit la première question et la seconde. Et c'est un petit peu comme ça qu'on vous propose de naviguer à travers l'outil. Donc, chaque volet a 10 questions pour un total de 50 questions. Donc, évidemment, ce qu'on suggère aux organisations, c'est, quand je disais tout à l'heure, un des objectifs à court terme, c'est de prioriser. Donc, c'est de choisir un volet de façon prioritaire et choisir à l'intérieur de ce volet-là une ou deux questions qu'on souhaite aborder plus particulièrement pour pouvoir faire évoluer les pratiques en employabilité chez nous, dans notre organisation. Donc, il y a un deuxième exemple que je vous ai également mis, qui est le volet 4, donc le maintien en emploi. On voit ici qu'il y a 3 questions. Les balises sont sur la droite. Et donc, je vous lis la première question. Nous diffusons les informations relatives au mouvement de personnel de manière transparente et accessible tant à l'interne qu'à l'externe. Il y a des questions relatives à la mobilité en emploi des personnes en situation de handicap. Donc, si on veut s'assurer d'être inclusif, pour toutes et tous, on va se questionner sur comment les informations sont rendues accessibles. Et quand on parle d'accessibilité, bien, il y a de l'accessibilité au niveau formel. Est-ce que c'est disponible ou pas sur le site Internet, par exemple? Mais aussi, est-ce qu'au niveau communicationnel, on a réfléchi à rendre plus accessible l'information? Est-ce que c'est accessible aux personnes qui, disons par le site Internet, est-ce qu'il y a des lecteurs qui peuvent avoir accès facilement quand on navigue dans un site pour personnes non-voyantes, etc., etc. Donc, c'est des pistes de réflexion qu'on propose aux organisations. Et donc, c'était pour vous montrer quelques exemples là, de l'outil autodiagnostic qui est Incluvis. Et je pense qu'on va pouvoir vous le rendre accessible. Donc, l'objectif d'Incluvis, de façon plus globale, c'est de permettre au milieu de l'emploi d'avoir accès à une façon de réfléchir à l'inclusion et à un outil autodiagnostique pour se pister puis avancer là-dedans de manière progressive. Nous, on pense, comme on le disait tout à l'heure, que c'est une responsabilité partagée. Comment, au centre de recherche, on peut s'intéresser à la fois à la situation des étudiantes et étudiants en situation de handicap, mais au sein des milieux éducatifs, au sein des milieux de travail, il y a aussi du travail à faire pour sensibiliser, pour accompagner, pour faire réfléchir, puis aussi fournir, c'est ça, des informations de qualité sur les démarches à entreprendre. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on s'est vraiment orienté vers le milieu de travail pour pouvoir augmenter là, les connaissances puis les outils que les organisations peuvent s'approprier pour favoriser l'inclusion éventuellement des étudiants en situation de handicap et des employés en situation de handicap. Bon, voilà, ça fait pas mal le tour pour ma présentation. Merci beaucoup, Christine, pour la présentation du guide et de l'outil Incluvis. Je sais qu'il est beaucoup plus riche comment dire, la présentation, tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens pourront aller le consulter. On va mettre le lien dans le clavardage, aussi le PDF. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le consulter. Donc, c'est la période de questions. Je vais cesser mon partage d'écran pour qu'on puisse se voir un peu plus. Donc, d'abord, je vous remercie Ruth, Sonia et Christine pour vos présentations. Et maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions qui viennent des participantes. Donc, on va se donner environ 20 minutes pour la période des questions, 20-22 minutes, un peu. Je ferai une petite conclusion toute rapide, là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous laisser davantage de temps pour
pour discuter. Donc, une première question pour Ruth qui concerne la vidéoscopie. Je sais que vous avez dit que vous pourriez en faire probablement l'objet d'un webinaire à proprement parler, mais qu'est-ce que la vidéoscopie? Qu'est-ce qu'on pourrait un peu donner comme information pour qu'on puisse comprendre globalement qu'est-ce que c'est? La vidéoscopie, c'est évidemment, le terme vidéo veut dire la personne se filme. Et aujourd'hui, avec les cellulaires, c'est de plus en plus facile. Dans les milieux de stage, il s'agit soit de demander la permission si ce n'est pas déjà fait, mais par exemple, c'est certainement plus compliqué en sciences infirmières, mais en enseignement, c'est très, très accessible. Et ce qu'on propose aux étudiantes qui doutent beaucoup d'elles-mêmes. Moi, j'ai une étudiante, par exemple, qui était dyslexique, dysorthographique, puis c'est à chaque fois, elle n'arrivait pas à voir ce qu'elle faisait de bien, elle focusait que sur ce qu'elle faisait de mal. Puis j'ai dit, là, ça va me faire plaisir, passe-moi ton cellulaire, je vais te filmer. Et ce soir, je vais te demander de te regarder et de te poser la question sur, non, qu'est-ce que tu apprends de la séance? Ça a été magique. Pour elle, ça a été un changement radical. Puis elle m'a écrit, mais t'as-tu vu comment j'étais en interaction, puis as-tu vu comment ça roule bien, puis as-tu vu que ton enfant, quand il est rentré, comment il était souriant? Et c'est comme si tout d'un coup, elle se découvrait autrement que dyslexique, dysorthographique, parce que ça paraissait pas de toute façon qu'elle était dyslexique, dysorthographique. Et dans le cas de la stagiaire très, très, très anxieuse, ça lui a vraiment permis de voir, oh mon Dieu, de voir l'effet de son stress sur les élèves. Et ça, on a beau le dire, on a beau vouloir dire, fais attention ça marche pas. C'est quand tu te vois avec les bons questionnements que là, ça porte fruit. Donc, la vidéoscopie en sciences infirmières, on peut la faire en laboratoire. J'ai travaillé avec du monde du cégep, puis je leur disais, vous pouvez pas le faire dans le milieu, faites-le en laboratoire avec un mannequin et vous allez voir déjà la personne, si elle est stressée parce qu'elle ne sait pas comment faire une approche, il y a n'importe quelle modalité médicale, elle va voir le stress, elle va voir ce qu'elle ne fait pas, les risques de se tromper et ça fonctionne bien plus que nous, les personnes extérieures qui sont dans l'évaluation. C'est d'une richesse incroyable, aussi bien pour voir ses bons coups que ses mauvais coups. Voilà, j'arrête. Merci beaucoup, Ruth. Oui, c'est ça, très intéressant et très inspirant. Merci beaucoup. Une question maintenant pour Christine. Alors, c'est Michel Aymon qui nous demande... donc, les deux outils, donc le guide et l'outil Incluvis se trouvent sur le site du CRISPECH, mais est-ce qu'il est possible de s'en servir pour une activité auprès d'employeurs? Ça peut paraître un peu technique, mais en même temps, l'outil est très intéressant. Donc, c'est de savoir pour les gens qui ont assisté au webinaire cet après-midi, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Comment ça se passe? Est-ce que un peu les modalités, là? Ben, c'est sûr que oui, on le diffuse largement parce qu'on souhaite que ça soit utilisé dans les milieux. Donc là, Michel Aymon, je ne sais pas de quel milieu vous provenez, mais évidemment que l'objectif, c'est que ça soit utilisé par les employeurs. Donc, si vous êtes dans une position où vous pouvez le faire, ben nous, on offre l'accompagnement. Le ROSEF, là, il manquait quelques infos là, dans ma présentation, mais c'est un projet qui est né d'un partenariat avec le ROSEF, le regroupement dont Sonia a parlé. Donc, il y a de l'accompagnement qui se fait, mais si vous sentez que vous êtes capable de l'utiliser puis de partir de ça, puis après ça, de voir où ça vous mène dans vos questions puis dans vos tribulations de développement professionnel à cet égard-là, oui, nous, on encourage l'usage. On diffuse largement cet outil-là. On souhaite qu'il soit utilisé puis que les gens tentent de s'approprier les réflexions qui sont derrière là, quant à l'inclusion puis vraiment au modèle de la situation de handicap aussi. Merci beaucoup, Christine. Maintenant, une question pour Sonia d'Éliane Jacques qui souhaite obtenir plus d'informations concernant le projet STEP puis voir la possibilité de l'intégrer au sein de son du cégep dans lequel elle travaille. Elle aimerait savoir quelles sont les étapes à suivre pour peut-être mettre en place le projet STEP, en dehors de peut-être te contacter, mais c'est quoi les étapes qu'on peut faire quand on est intéressé par le projet puis qu'on travaille dans un collège? À partir du 1er juillet,
les étudiants pourront être reçus dans les organismes spécialisés de main-d'œuvre. Donc, peut-être la première étape pourrait être de regarder sur le site du ROSEF, et j'ai vu que Stéphanie avait mis tout à l'heure le lien. Quel est l'organisme d'aide à l'emploi, le service spécialisé de main-d'œuvre qui est dans votre région? Et de les contacter, de leur dire que vous seriez intéressé à avoir une collaboration pour aider vos étudiants à intégrer un stage ou le marché du travail et de vous asseoir avec eux puis d'établir une collaboration. Actuellement, on le fait avec un collège. On est arrivé, un peu comme avec le projet STEP, on a monté un projet une entente de service entre les deux organisations qui répond aux besoins du collège même. Donc, ça, c'est pas mal tout simple. Je sais que les directives là, de Service Québec vont descendre dans les organismes bientôt. Donc, ils ne devraient pas être surpris d'avoir vos appels. Et nous, dès l'automne, de toute façon, on va organiser une grande rencontre entre les services spécialisés de main-d'œuvre du Québec et les services adaptés des collèges pour se connaître, pour travailler ensemble, pour favoriser un peu ces liens-là. Merci Sonia. Une question maintenant pour Ruth. C'est Vanessa Mongeau, qui est à l'Université de Sherbrooke, qui nous dit que les résultats qui ont été présentés sont très intéressants et qui aimerait en connaître davantage dans le cadre de l'accompagnement stagiaire, notamment dans les programmes coop à l'Université de Sherbrooke. Donc, sans avoir la liste complète, elle s'informe à savoir s'il y a des publications à venir sur le sujet sur lesquelles elle pourrait s'appuyer pour pouvoir s'inspirer. Oui, il va y avoir plusieurs publications à venir. L'année prochaine, on planche sur l'écriture, beaucoup de données. Mais il y a un article qui pourrait certainement vous intéresser dans la revue Phronésis sur le sujet. On pourra le mettre on pourra vous l'envoyer et le déposer sur le site qui sera envoyé sur les références avec la communication, hein, Karine, qu'on avait dit tantôt. Et qu'il y a un article qui a déjà été publié sur le sujet, mais il y en a plusieurs à venir l'année prochaine et l'année suivante aussi. Parfait. Justement, dans le clavardage, Vanessa Mongeau nous indique que c'est effectivement un article intéressant, donc elle a dû déjà le lire et le consulter, donc elle sera à l'affût des prochains, c'est certain. Sans mettre de pression, bien sûr, pour eux. Une autre question, Paulus, pour Christine. Est-ce que le CRISPECH et le ROSEF, parce qu'on comprend que c'est une collaboration là, pour le projet, est-ce que vous savez quel type d'entreprise utilise déjà l'outil, le guide, en dehors du volet petite, moyenne entreprise, là, mais plus en détail, plus finement? Est-ce qu'on parle d'entreprises plus dans le secteur de santé, l'éducation? Est-ce que vous avez un peu une idée de où est-ce que c'est rendu? Oui, c'est ça, en fait. C'est une bonne question. On a eu fait le lancement d'Incluvis le 10 février, donc on n'a pas encore beaucoup de données. On n'a pas eu un retour d'abord des gens qui étaient présents au lancement. Il y avait quand même, je pense, une centaine de personnes de différentes organisations. On a eu particulièrement des échos de différents milieux parce qu'on a déjà pas des partenariats, mais on fait déjà du travail de formation et d'accompagnement dans certains milieux, dans différents secteurs d'activité. Donc oui, effectivement, en santé notamment. Et donc, on a eu quelques échos de l'outil aussi pour un usage potentiel dans des CIUS. Donc, il y a différents milieux qui se sont montrés intéressés. Mais c'est ça, c'est encore un peu tôt pour avoir un retour. Notre équipe là, va s'affairer à aller faire une sollicitation, là, notamment les gens qui étaient présents au lancement. Mais on est en train aussi de réfléchir à d'autres versions d'Incluvis. Et donc, notamment une version d'Incluvis pour le milieu éducatif en enseignement supérieur. Donc, comment on peut aider les institutions à poursuivre la réflexion, puis à s'approprier aussi ces concepts-là en lien avec l'inclusion des étudiants, mais aussi du personnel en situation de handicap dans les institutions. Si on a un regard systémique sur les organisations dont les institutions en enseignement supérieur font partie,
il y a différents paliers. Là, quand on parle d'inclusion, ils ont des employés qui ne sont pas des étudiants. Donc, cette réflexion-là est en amorce. Puis également, on réfléchit à la possibilité de travailler avec des partenaires pour la réalisation d'un guide qui se nommerait pas Incluvis, évidemment, mais qui s'adresserait aux personnes en situation de handicap elles-mêmes pour leur donner un peu un outil d'autonomisation puis d'information de qualité sur les processus, puis qu'ils puissent apporter cette information-là éventuellement au niveau de leurs employeurs en français simplifié. Donc, l'objectif, c'est d'aller pouvoir recourir plusieurs besoins chez les personnes en situation de handicap et on a amorcé des réflexions là, justement avec différentes personnes issues des milieux communautaires ou en situation de handicap pour pouvoir travailler à cette idée-là dans le futur. Merci, Christine. C'est très intéressant. Puis, justement, ça répond déjà aussi à une autre question sur les suites un peu du projet. Donc, en sachant que vous êtes en train déjà de travailler à développer l'outil, le guide, mais pour les milieux d'enseignement supérieur, je pense que ça peut être très intéressant pour notre public cible au CAPRES, qui sont des professionnels, des enseignants, des gestionnaires qui travaillent dans les collèges et les universités, là. Donc, j'y vois vraiment un travail de concert aussi, autant le marché de l'emploi que tout à fait. On est encore au stade de la réflexion, là, puis de l'amorce, là, mais on vous tiendra informés. Oui, parfait. On va rester à l'affût sans problème. Merci, Christine. Une question pour Sonia maintenant. Quelles sont les suites du projet STEP? À partir de là où vous en êtes, sachant que le projet se termine cet été, mais quelles sont les suites de ce projet? Y en aura-t-il? Comment ça se présente? Sachant qu'aussi, il y a de l'intérêt pour certaines personnes dans les collèges de pouvoir le mettre en place. C'est un peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, il va pouvoir vivre de lui-même dans les collèges par les ententes avec le milieu de l'employabilité. Mais nous, au CCSI, ben, on s'est servi un petit peu de tous nos constats, des choses qui se sont passées pendant le projet. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on avait quand même un comité de suivi qui était composé de chaque personne des collèges, donc des services adaptés de chaque collège, où on se rencontrait aux 6 semaines pour faire le bilan du projet. Donc, à partir de ça, on a réfléchi à un deuxième projet qui est un projet dans le cadre de la mesure 19 du plan d'action jeunesse, qui est une trousse d'outils, mais cette fois-ci à l'intention du personnel des collèges. Donc, autant pour le personnel des services adaptés, autant pour les enseignants qui sont responsables de l'encadrement des stages, des gestionnaires des équipes qui vont recevoir nos étudiants en stage, les conseillers d'orientation, les psychologues, tous les gens qui tournent autour des étudiants. Donc, il y aura toutes sortes c'est une trousse d'outils où il y aura des outils, où il y aura des ateliers. Et là, la particularité qu'on veut emmener suite au premier projet, c'est que ce projet-là va être mené auprès de l'ensemble des étudiants, donc pourrait être offert à l'ensemble de la cohorte qui vont avoir des stages, à vivre des stages, mais avec des outils pour répondre aux questionnements des étudiants en situation de handicap, comme par exemple, est-ce que je devrais dévoiler ou non mon diagnostic? Est-ce que je dois en parler? Qu'est-ce qu'on répond à l'étudiant quand il nous pose la question? Donc, on veut outiller à l'intérieur du collège le personnel pour répondre un peu à différentes questions, d'avoir des stratégies d'intervention. Donc, on veut partir de ce qui existe déjà lié au marché du travail et de l'adapter un peu à la clientèle et de transposer cet outil-là et de la rendre disponible à l'ensemble des collèges du Québec. Donc, ça, c'est un projet qui s'amorce, là, la personne va être embauchée dans les prochaines semaines. Ça devrait débuter en avril. C'est un projet de 2 ans. Et la force du projet, c'est qu'on veut développer un portfolio, un curriculum qui va accompagner l'étudiant, où il va pouvoir mettre dans sa petite valise tout ce qu'il a appris sur lui-même, tout ce qui va faire que quand il va se présenter en stage, ben, on ne pense pas à ses forces, on pense à
on pense pas à ses difficultés, on pense à toutes les forces qu'il a démontrées en cours de formation, puis qu'il dit, ben moi, quand je vais rencontrer un défi, voici les forces sur lesquelles je vais pouvoir tabler pour passer à travers, pour pouvoir m'intégrer. Donc, on veut que quand il se présente devant l'enseignant, qu'il puisse démontrer, voici qui je suis, voici une photo de moi, puis voici comment on peut m'aider, comment moi je peux agir pour réussir mon stage et mon intégration en emploi. Et bien sûr, on va continuer à travailler aussi avec les organismes spécialisés de main-d'œuvre pour favoriser la transition, pour pas qu'il y ait, après l'école, plus rien, pour qu'après l'école, on puisse continuer d'avoir de l'aide si on en a besoin, bien sûr. Merci beaucoup, Sonia. Je vois l'heure, on a encore quelques minutes avant de conclure, puisqu'on a fait le tour un peu des questions là, des participantes. Je vous offrirai vraiment de manière très spontanée là, aux panélistes. Si vous avez quelques mots à ajouter avant que je prenne la parole pour conclure, des éléments à retenir, certaines informations que vous trouvez importantes, c'est un peu ça sur quoi vous voudriez qu'on termine le webinaire. Des fois, c'est ce sur quoi on accroche vers la fin. Donc, Christine? Bien, si on veut garder notre fil conducteur, bien, c'est sûr que moi, je ramène la réflexion à comment on peut adresser la question de l'inclusion à tous les endroits possibles avec une perspective systémique. Donc, comment tous les acteurs, toutes les actrices qui gravitent dans une institution à la fois postsecondaire puis à la fois dans le marché du travail, auprès des personnes qui sont, oui, en situation de handicap, mais après ça, d'élargir cette réflexion-là aussi auprès de toute la diversité humaine, parce que la situation de handicap, c'est une variation au niveau du développement humain, mais ça fait partie de la... Si on parle des personnes en situation de handicap, comme si on doit les mettre dans une catégorie, ça devient une catégorisation aussi, mais j'invite la réflexion à être ouverte à toute la diversité humaine, parce qu'on sait que dans le cas des étudiants en situation de handicap, il y a encore des débats sur l'accès aux services, puis l'organisation des services dans les institutions postsecondaires. Puis on est en train de réfléchir à comment on peut desservir en fonction des besoins et non des diagnostics. Fait que, moi, j'encourage cette réflexion-là de dire, ben, continuons à réfléchir en termes de système, l'amélioration du système de chaque personne dans les environnements éducatifs, de chaque personne dans les environnements milieu de travail. Puis c'est vraiment de comprendre, une fois qu'on comprend c'est quoi l'inclusion, puis que tout le monde est bienvenu avec ses particularités, comment chacun peut y mettre de sa participation aussi pour s'assurer que nos égaux, là, qui sont nos collègues, nos étudiants, etc., je parle d'égaux pas nécessairement au niveau du statut hiérarchique, mais au niveau de l'humanité, bien, il y a accès à une pleine participation sociale. Ce serait vraiment ça, ma réflexion pour moi, là, de dire c'est vraiment notre mission de maximiser la participation sociale de chacun, peu importe son marqueur de diversité. Merci beaucoup, Christine. Quel beau mot de la fin du côté de ta présentation, puis aussi pour le CRISPECH et l'outil Incluvis. Donc, c'est vraiment très, très inspirant. Je ne sais pas si Ruth et Sonia, vous voulez prendre la parole aussi. Je vous le propose, c'est vraiment pas une obligation. Je dirais dans le sens de ce que Christine vient de dire. La plupart des stratégies qui ont été identifiées par nos étudiantes, les étudiantes, on leur demandait est-ce que c'est des stratégies à développer pour les étudiantes en situation de handicap ou pour toutes les étudiantes? Puis 90% des stratégies, c'est des stratégies que tous les étudiants devraient développer. Et puis moi, la recherche que j'ai faite, à un moment donné, on réalisait que souvent les problèmes vont se cristalliser quand tu es en situation de handicap, mais que les mêmes problèmes peuvent exister chez toutes les populations étudiantes quand on parle du savoir-être. Donc, le travail, c'est vrai qu'il doit être fait de manière très horizontale, très ouverte. Et puis, oui, puis j'ai envie de dire que savoir accompagner, c'est complexe, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Puis je dirais à tous les superviseurs de stage, à tous les formateurs de terrain, ça porte fruit quand on sait le faire, qu'on y met le temps, mais c'est vrai que c'est engageant, mais ça l'est pour tous les étudiants. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ruth. Tout aussi inspirant. Et Sonia? Je trouvais que j'avais comme pas mal parlé. Là. mais oui, n'hésitez pas si...
il y a des problématiques, des projets aussi. Le projet STEP et tout ça, c'était pas un projet de recherche, c'était vraiment un projet d'expérience. Mais on est toujours intéressé à travailler avec vous, à collaborer. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire des expériences, à essayer des choses, à explorer, mais on est toujours là un petit peu pour vous accompagner, puis on est toujours intéressé de vous entendre. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Alors, je vais à 3 minutes de 15 heures, donc on est dans les temps. Je vais prendre la parole juste une petite minute, 1 minute 30 pour conclure. Mais j'aimerais vraiment, au nom du CAPRES, remercier les panélistes, Sonia Arsenault, Christine Morin et Ruth Filion pour leur présentation et réponse aux questions et aussi réflexions très inspirantes à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie chaleureusement. Je remercie aussi tous les participants et participantes qui ont assisté à l'événement, qui s'intéressent à cette grande question-là, si on peut l'appeler ainsi, là. Donc, et d'un point de vue plus technique, j'aimerais vous dire que vous recevrez sous peu un questionnaire d'évaluation du webinaire. Donc, je vous remercie de prendre quelques minutes. C'est vraiment pas très long à remplir, mais ça nous aide toujours à nous améliorer, à voir aussi qu'est-ce que vous en avez pensé de cette activité du 23 mars. Et aussi, je vous mentionne de nouveau que le webinaire a été enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible sur notre chaîne YouTube qui sera ensuite, cet enregistrement-là sera déposé sur notre page d'activité sur le site du CAPRES. Vous y trouverez sur cette même page-là le document de présentation et aussi des ressources complémentaires, dont le guide et l'outil Incluvis, la page vers le projet STEP, certains liens, hyperliens vers des publications qui ont été écrites ou coécrites par Ruth. Donc, vous pourrez trouver un ensemble d'informations sur cette page et je vous invite pour connaître en fait nos prochaines activités, aussi ce qui va se passer avec l'Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, à nous suivre sur les médias sociaux, à consulter notre site web et à vous inscrire à notre infolette. Alors, je vous remercie chaleureusement et je vous souhaite un bel après-midi et à bientôt.